going to be in French. But, the slides are in English. So, donc, merci tout le monde d'être venu. J'aimerais parler de mon expérience avec Scala ces 6 dernières années. Donc, c'est un petit peu un retour d'expérience. Avant de commencer, j'aimerais demander qui est-ce qui travaille déjà avec du Scala? Ah ouais, bien. Et qui se sent bien à l'aise, bien expert en Scala? Donc, ouais. Donc très bien. En fait, c'est vraiment ce talk, c'est un peu le but, c'est d'être un talk introductif. J'aimerais d'abord commencer à parler de ce que c'est que Scala, très rapidement, parce que la plupart de vous savez déjà ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre le Scala? Comment est-ce que moi j'ai appris le Scala de ma perspective à moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour apprendre le langage? Utiliser le Scala au jour le jour en 6 ans, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai retenu comme point clé? Et puis finalement, la partie, je pense, qui est la plus importante, c'est la partie observation, réflexion et conseils que je peux donner si vous commencez à faire du Scala sérieusement de façon plus longue. Et si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre et juste la poser comme ça. Et puis il y aura un livre à gagner, on y reviendra tout de suite à ça en fait. Donc quelques mots sur moi, je m'appelle Manuel Bernard, je suis franco-allemand, j'habite en Autriche, à Vienne. Et ce que je fais, je travaille comme conseiller indépendant et j'aide des entreprises, surtout en télécom et en technologie, à commencer avec des systèmes réactifs. Ce que je fais aussi, c'est que je donne des formations, surtout AK avec Java, avec Scala, et Fast Track to Scala de Lightbend. Donc il y a plus, vous pouvez trouver plus sur moi sur manuel.bernard.io. J'aime aussi la plongée sous-marine. Depuis que j'ai 6 ans, je fais de la plongée. Et donc il y aura quelques slides avec de la plongée aussi. Donc j'ai écrit un livre, Reactive Web Applications, qui est sorti là finalement d'impression. Et si vous posez des questions, j'ai 2 exemplaires ici que vous pouvez gagner. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je veux vraiment m'en débarrasser. Je ne veux plus les ramener à Vienne, cela. Donc n'hésitez pas. Donc l'introduction rapide à Scala. La première version est sortie en 2003, c'est écrit par Martin, comme vous venez de le voir à la keynote. Et il y a à peu près plus d'1 demi-million de développeurs Scala actifs, et c'est un nombre qui croît. Donc c'est assez important, ça, c'est que ça ne s'arrête pas, ça devient de plus en plus populaire et il y a de plus en plus d'adoption, ce qui est très bien, je trouve. Ça, si vous demandez d'où vient le logo Scala en double hélice, ça c'est à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, il y a des escaliers en double hélice comme ça, et c'est l'inspiration du logo Scala. Mes fonctionnalités préférées de la langue. La première, ce sont les case classes. Ça, c'est pas une case class, c'est une classe Pojo immutable Java. Donc, vous avez 3 champs, ensuite vous avez un constructeur, 3 getters, hashcode equals. Et la même chose quand on le fait en Scala, c'est ça. Donc c'est juste cette ligne là, les 3 champs de nouveau, et on peut l'utiliser directement. On peut créer une classe soit avec un constructeur avec des paramètres positionnels, soit avec des paramètres nommés. Les paramètres nommés, ça rajoute de la clarté, surtout que quand on a quelque chose où il y a plus de paramètres. Et puis ça, c'est immutable, on ne peut pas changer les valeurs. Donc comment on fait? On va créer des copies, on peut créer une copie, et il y a la méthode copy qui est générée par le compilateur et qui permet d'altérer juste quelques champs qu'on choisit, quoi. Et pourquoi est-ce que je parle de case class au premier? C'est parce que Scala, enfin ce que j'aime beaucoup dans la langue, c'est que c'est un langage qui permet de s'exprimer de façon très pas dense, mais de façon succincte. Et donc ça rajoute de la clarté, je trouve, au code quand on le lit comme ça. Comme je l'ai déjà dit, et ce qui se passe avec une case class, entre autres, c'est que hashcode, equals, toString sont générés. Tout ça, c'est du boilerplate, oui, un IDE pourrait le générer, mais c'est du code qu'on ne doit pas écrire. Et donc ça rajoute aussi quelque chose en termes de maintenabilité plus tard. Elles sont aussi sérialisables par défaut, ce qui fait que ces case classes sont des candidats pour pour passer des données de droite à gauche en JSON et d'autres formats. C'est un très bon container pour les données.
La deuxième chose que j'aime beaucoup dans la langue, c'est l'inférence des types. Donc surtout les types simples comme ça. Là par exemple on a foo equals bar. On voit à l'œil nu que c'est un string. On n'a pas besoin de l'écrire et le compilateur aussi le comprend. Ça ne veut pas dire que le type est dynamique, ça veut juste dire que le compilateur sait ce que c'est. Même avec des types un peu plus compliqués du genre la map de list de string à liste de int en bas là, le compilateur va savoir ce que c'est. Même sur des types plus compliqués. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser partout, que nécessairement on doit se passer d'écrire des types partout. Surtout dans des API, ne le faites pas. Si vous avez des API, des définitions d'API, mettez tout le temps le type de retour, parce que si jamais vous changez votre implémentation, ça impacte les clients après derrière qui l'utilisent. Mais je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui rajoute de la lisibilité au code, parce que ça enlève de la redondance. Dans ces cas-là, ces types simples, c'est vraiment redondant de voir ce que c'est. Ensuite, finalement, les fonctions d'ordre supérieur, fonctions et fonctions d'ordre supérieur. Donc, en ce cas-là, les fonctions sont des objets de première classe. Et ça, un exemple ici, j'ai une fonction isMajor qui prend un utilisateur et qui retourne un booléen, qui regarde juste si l'utilisateur est âgé de plus de 18 ans. Ensuite, supposons que j'ai une classe userGroup qui a une méthode filtre, et la méthode filtre, elle prend un prédicat. Et cette notation-là, avec la flèche double, ici, le user à booléen, ça veut dire que ça attend une fonction. Ça, le paramètre ici, c'est une fonction. Donc c'est ça des fonctions d'ordre supérieur, c'est juste une fonction qui va prendre une autre fonction en paramètre ou qui retourne une fonction. C'est tout, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir, comme vous l'imaginez, passer isMajor, et on peut écrire ça comme ça. Le compilateur sait que isMajor a la bonne signature, donc il n'y a pas besoin de repasser le paramètre, etc. Et ça, en fait, c'est l'essence, je trouve, c'est ce qu'il y a de composer des fonctions comme ça. C'est ce qu'il y a de clé quand on fait de la programmation fonctionnelle aussi, c'est qu'on écrit des petites fonctions assez simples, on les mixe, on les rajoute, et on crée de la fonctionnalité de plus en plus complexe, mais toujours en ayant des petites parties simples que l'on compose. Et Scala vraiment permet de faire ça de façon très sympa, je trouve. Alors apprendre le Scala, comment s'y prendre? Parce que ça, c'est un point de critique que j'entends souvent, c'est « Ah, Scala, c'est difficile », parce qu'on voit des exemples Scala, et beaucoup de devs Java que je vois chez les clients, ils sont là « Mais c'est trop compliqué, c'est trop complexe ». Alors, quelques contre-exemples. Le premier, c'est Shadai Ladad, qui a appris le Scala quand il avait entre 11 et 12 ans. Donc, Shadai est sans doute très intelligent, mais néanmoins, il a réussi à l'apprendre à 11 ans. Donc ça veut dire que quelque part, le langage est assez simple pour qu'on puisse l'apprendre à cet âge-là. Et Shadai en parle d'ailleurs à plusieurs talks qu'il donne à Scala Day, OSCON, etc. depuis 2012. Un autre exemple ici, c'est les cours Coursera. Donc, par exemple, avec plus de 400 000 participants et un taux de complétion de 10%. Donc ça, c'est assez grand. C'est en fait beaucoup pour un MOOC. Donc ces cours-là, c'est des cours en ligne, Massive Open Online Courses. Et donc ça veut dire qu'il faut s'y mettre tous les jours, s'asseoir, faire des exercices pendant plusieurs semaines de suite. Et donc quand il y a 40 000 personnes qui finissent ça, ça veut dire que quelque part c'est assez motivant. Ça veut dire que c'est des cours de bonne qualité et ça veut dire que les gens y arrivent, quoi. Ils ne sont pas démotivés au milieu parce que c'est trop compliqué. Et puis finalement, un exemple aussi, c'est à la Lund University of Technology. Scala est la langue de débutant, en fait. C'est quand on apprend à programmer en premier cycle, c'est le langage de programmation qui est utilisé. Comment est-ce que j'ai appris le Scala, moi? Pour vous donner un petit peu un exemple de ce que ça peut être. Donc j'ai un background Java, hein. J'ai fait du Java pendant 10 ans. Ensuite, en 2010, j'ai commencé à faire un peu de Scala, j'ai lu des livres à moitié. J'ai fait des petits projets de tests et puis j'ai utilisé Scala dans des tests, dans des vrais projets, donc, mais seulement dans les tests, pas encore pour écrire du code. En 2011, j'ai découvert la programmation fonctionnelle, cela dit, pas en utilisant Scala, mais en utilisant JavaScript. Alors on peut dire ce qu'on veut par rapport à JavaScript et l'écosystème JavaScript. Moi, je n'ai pas que des bonnes choses à dire par rapport à JavaScript, mais c'est un langage où les fonctions sont des objets de premier ordre. On peut passer des fonctions partout, et puis donc ça permet d'apprendre les concepts de base de programmation fonctionnelle. Donc j'ai utilisé ensuite Scala avec le Play Framework version 1. Il y avait un module Scala
dans ma seconde start-up, on a construit ça. Et en 2012, on a été le premier gros projet à migrer de Play 1 à Play 2.0.0, qui est entièrement construit sur Scala. Donc on avait un stack complètement en Scala. Alors petite note à part, si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous dites « Ouais, tiens, on va migrer notre projet vers la version 2.0.0 du projet », ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. On a passé 6 mois en enfer, c'était pas une bonne chose. Donc je ne sais pas ce qui nous a pris à l'époque, mais ne migrez pas vers les premières versions 0.0. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pensait à l'époque, c'était... Ouais. Ensuite, en 2013, j'avais plusieurs projets clients avec Scala et depuis 2-3 ans, là bientôt, je continue à apprendre en essayant d'enseigner, de partager ma connaissance du Scala, à aider des équipes à commencer avec Scala. Dans le livre que j'écris, les exemples sont en Scala aussi, et quand on écrit un livre et qu'on donne des exemples de code, on reconsidère un petit peu, on essaye de faire attention à ce qu'on écrit. Et puis, comme je l'ai dit, ouais, je donne des formations aussi sur le sujet. Et donc, qu'est-ce que j'ai identifié comme moment clé en apprenant la langue? Ça, c'est la première chose, c'est quand j'ai fait le déclic, en fait, de comprendre ce que c'est la programmation orientée expression, Expression Oriented Programming. Et ça, c'est un des concepts vraiment clés dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a des petites expressions immutables qu'on va écrire et qu'on va composer ensemble pour créer de la fonctionnalité de plus en plus complexe, mais en ayant toujours des petites composantes très simples à la base. Donc on n'a plus un état global qui peut changer et qu'on va changer ici et là, on a plein de méthodes. Donc on a typiquement dans une classe Java en haut, on a plein de hashmaps et de trucs comme ça. Et on a des méthodes en bas, et quand on appelle les méthodes en bas, ça change l'état en haut, et après on ne s'y retrouve plus. Mais on a au lieu de ça des expressions l'une à la suite de l'autre qui font des transformations sur les données. Et ça, en fait, c'est quand on a compris ce concept-là, ça permet d'écrire des programmes qui, à la fin, sont plus simples à relire et à comprendre. Maintenant, quand je me retrouve à faire du Java et qu'il y a tout qui bouge partout, pas forcément partout, mais c'est plus dur à comprendre au final, un programme comme ça, et à maintenir. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a mis 6 mois, plus ou moins, à avoir le déclic, ensuite à continuer à perfectionner cet aspect-là. Ensuite, le deuxième, c'est utiliser les types partout. Ça, j'apprends encore et j'essaie d'utiliser encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne plus utiliser des types faits avec des sémantiques faibles du genre string et boolean, parce qu'on ne peut pas, enfin c'est assez faible en termes de sémantique, mais au lieu de ça, d'utiliser des types qui sont descriptifs, à la fois pour le compilateur, parce que le compilateur, il va pouvoir comprendre et aider et vérifier les choses, quand on décrit les choses en tant que type, avec les types, mais aussi pour pour d'autres humains qui lisent le code. Quand on voit un type qui a un bon nom, alors si vous appelez le type T, bon ben, ça ne va pas forcément aider, mais si vous avez un type qui a un nom représentatif, sémantique, ça aide à lire le programme plus facilement. Si vous voulez apprendre et sérieusement vous mettre au Scala, mon conseil c'est d'écrire en Scala, d'écrire des programmes en Scala, parce que c'est quand même le meilleur moyen. C'est comme quand on apprend une langue vivante, c'est de parler la langue. Hein. Seulement lire un bouquin, lire du code, seul, ça ne suffit pas, je trouve. Il faut s'y mettre sérieusement et même faire des petits exercices, des coding dojo, etc. Pour ce faire, pour apprendre aussi, il y a les Coursera Courses qui sont offerts par le Scala Center, comme on l'a entendu dans le keynote ce matin. Si vous avez un Scala User Group local, à Vienne, nous par exemple, on organise des workshops, des coding dojos, etc. À Lyon, il y a un Scala User Group local aussi, et à Paris aussi. Et si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de Scala User Group, créez-en un sur Meetup. Et puis vous verrez, il y a d'autres gens qui viendront et qui voudront apprendre le Scala avec vous. Donc ça, c'est assez sympa à faire aussi. Utiliser le Scala au jour le jour, au quotidien, qu'est-ce que ça donne? Alors, la première chose, c'est les Null Pointer Exceptions. J'ai passé 6 ans sans ça. Voilà, c'est fini, j'ai plus ce problème-là en fait. C'est un problème qui a été vraiment résolu.
En ce cas-là, il y a un type qui s'appelle une option. Vous pouvez le modeler, enfin, penser que c'est une boîte qui a quelque chose dedans ou pas. Et si vous avez 3 règles ou 2 règles, en fait, utilisez des options à chaque fois que quelque chose peut être indéfini. Et quand vous quand vous écrivez les choses de façon immutable et que vous initialisez rien avec null, eh ben, ça c'est éliminer ce problème-là. La seule chose qui peut vous arriver, c'est que vous utilisez une librairie Java qui, elle, il va y avoir un null pointer exception dedans. Et donc, ce que j'ai appris à faire aussi, c'est à chaque fois qu'on utilise une valeur qui revient de Java, de faire un null check autour, de mettre une option autour. Et après, ça élimine vraiment ce problème. Et on peut dire que oui, une option, c'est quelque chose, un NPI, c'est pas trop grave, on voit directement dans le stack trace où c'est, on le répare. Oui, mais ça prend du temps. À chaque fois, il faut recompiler, déployer, et au fil du temps, ça prend beaucoup d'énergie, etc. Donc ne pas avoir ce problème, c'est quand même bien. En fait, j'y pense même plus, et de temps en temps, je vois des null pointer exception dans des stack trace sur des serveurs, et je me dis, ah oui, ça existe encore ça. Mais là, en ce cas-là, c'est vraiment un problème qui a été résolu. Aussi, de manière générale, au temps d'exécution du programme, il y a beaucoup moins de problèmes, parce que le compilateur Scala est quand même très pointu, il va trouver beaucoup plus de problèmes pendant la compilation. Là, j'ai un exemple du Play Framework qui a pris cette philosophie et qui l'applique à tout. Donc aux URL, au JavaScript, donc il compile aussi le JavaScript avec le Google Closure Compiler. Vous pouvez utiliser du Scala.js aussi, donc qui va compiler du code Scala en JavaScript. Et les templates, donc ça c'est une erreur de template ici, vous voyez directement où est l'erreur. Et ça en fait, ça permet d'avoir un cycle de développement qui est beaucoup plus productif parce que vous écrivez du code, vous compilez, ça ne passe pas, vous réparez, etc., etc. Et il y a beaucoup moins de surprises au temps d'exécution. Donc si vous testez ensuite le programme ou si vous ne le testez pas, vous trouverez beaucoup moins de... Ça n'élimine pas tout, mais il y aura beaucoup moins de problèmes au final. Ensuite, un aspect aussi, c'est qu'il y a moins de code à écrire. Donc on l'a vu avec les case classes qui enlèvent beaucoup de ce boilerplate qui peut être généré par une IDE, mais quand c'est généré, le problème c'est que c'est du code qui existe quand même et qui peut avoir des bugs et qu'il faut maintenir. Donc c'est mieux de ne pas avoir ce code-là. En ce cas-là, il y a aussi ce qu'on appelle des stackable traits. Donc c'est un peu comme de l'héritance multiple, pas exactement, mais ça donne le même résultat. C'est-à-dire qu'on peut définir des comportements dans des traits et on peut les mixer et les utiliser en une classe et réutiliser de la fonctionnalité ici et là. Au niveau, d'ailleurs, n'oubliez pas de poser des questions parce que j'ai encore les 2 livres là et je ne peux pas rentrer avec ces livres. Donc, même si je parle vite, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Les IDE, ça fait 7 ans que j'utilise IntelliJ. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à faire du Scala, c'était la première IDE qui avait du support Scala et c'était terrible. Donc ça crachait toutes les 10 minutes. J'ai failli jeter mon ordinateur par la fenêtre plusieurs fois. C'était absolument... Non, c'était nul. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment bien. Ils ont fait un super boulot à JetBrains. Et c'est beaucoup plus rapide et c'est vraiment stable. Donc ça, c'est un très bon support. Il y a le Scala IDE pour Eclipse aussi. Il y a eu beaucoup de boulot là-dessus et ce qui est très bien aussi. Alors je ne l'ai pas utilisé moi-même, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser Eclipse, mais je sais qu'il existe. Donc l'un ou l'autre, IDE ou Eclipse, vous aurez du support pour Scala dedans. Et puis si vous ne voulez pas utiliser un IDE gros comme ça, mais un éditeur, il y a aussi le Enzyme, qui c'est Enhanced Scala and Java Interaction Module for Editors. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser avec Emacs, avec d'autres éditeurs de ce genre-là. Il y a aussi du bon support. Finalement, le compilateur avec Java, le compilateur Scala, ça c'est beaucoup de gens, la blague c'est « Ah, mais tu compiles du Scala, tu vas faire chauffer ta maison pendant tout l'hiver ». C'est vrai que s'il y a un grand problème, un grand programme Scala que vous compilez du début, eh ben, ça prend un peu plus de temps. Le compilateur Scala est plus lent que le compilateur Java. Il n'y a pas de doute, mais il fait aussi beaucoup plus de choses. Et moi, personnellement, je trouve que maintenant, avec les ordinateurs qu'on a, donc avec cet ordinateur ici que j'ai, ce Mac de l'année dernière, c'est plus vraiment un problème quand on a un plus grand projet. Il y a de la compilation incrémentelle, il y a encore des cas ici et là, donc ça ne va pas trop, mais je trouve que c'est quand même beaucoup
plus rapide. Enfin, le même code, quand je suis passé de ma génération précédente à cet ordinateur-là, le même code qui prenait 10 minutes à compiler avant, mais prenait 1 minute. Donc le hardware là fait une différence. Donc si vous avez un ordinateur plus puissant, c'est plus un problème, je trouve. Sauf si vous utilisez Shapeless. Alors là, vous avez perdu, hein, parce que ça prend du temps. Mais bon, c'est comme ça. Ça sera mieux dans le futur, je pense. Ouais. Donc, ce que j'ai déjà dit, oui, c'est que le compilateur est quand même beaucoup plus précis que le compilateur Java, donc ça permet de trouver beaucoup plus d'erreurs aussi. Alors au niveau des jobs et des développeurs, ça c'est très intéressant. Oui. Le déployer, c'est-à-dire le compiler ou le mettre en place? Ouais. Avec du Scala, il n'y a pas vraiment de différence parce que c'est compilé en bytecode ensuite. Donc une fois que c'est compilé, c'est bon. Hein, ah oui, et au niveau de performance Java par rapport à Scala, ça a vachement évolué aussi. Et puis en 2.12, comme on l'a vu, il y aura du support aussi pour les lambda. Donc là, je trouve que c'est minimal quand même. La différence est vraiment minimale. Hein. Au départ, il y avait de plus grandes différences, mais maintenant, ça a vraiment été optimisé au niveau du bytecode, etc. Ils ont fait un très bon boulot sur ce truc-là. Moi, je ne vois plus vraiment de différence. Hein. C'est pas... Et ça ne veut pas dire que vous avez besoin de gros hardware pour faire tourner du Scala. Moi, je fais tourner du Scala sur des Raspberry Pi qui sont déployés dans le champ, qui ont 512 mégas de mémoire, du AK avec une JVM de 64 mégas au maximum de HIP, et ça tourne. Hein. Donc, ça marche. C'est en fait ce qui prend de la mémoire, et c'est les librairies que vous utilisez. Finalement, si vous utilisez des librairies simples, il n'y a pas vraiment besoin de se faire de soucis là-dessus. Oui. Oui. Ben, il y a différentes stratégies. Il y a des case classes qu'on peut utiliser en fait en ayant plusieurs versions qui vont tous hériter du même seal trait, ça s'appelle un ADT, et ça permet d'exprimer différentes versions de quelque chose. Et comme ça, le compilateur aussi peut aider à dire, ah ben là, dans ce match, tu as oublié ce cas-là, ce cas-là. Ensuite, il y a les value classes dans ce cas-là aussi, qui, par exemple, quand on a une unité, par exemple, ou un mètre, au lieu d'exprimer ça avec un int de 5, on va faire une anyval qui prend ce int dedans. Ça n'a pas de pénalité de performance, mais c'est typé, donc c'est-à-dire que je ne vais pas me planter, je ne vais pas mettre des 5 cm dans du 5 mètres, etc. Donc il y a ces deux trucs-là, et puis il y a beaucoup plus, on peut exprimer des types aussi natifs. Donc il y a plusieurs stratégies pour faire ça. Oui. Oui. Ouais, alors c'est vrai que là on peut vraiment y aller trop loin, oui. Donc c'est oui. Donc ça je n'ai pas vraiment de solution clé, mais c'est un truc qu'on apprend et puis bam, on se dit ah je suis allé trop loin et puis hop on trouve une balance. En fait j'ai pas commencé par dire je continue à faire mes strings et tout ça, et maintenant doucement je commence à utiliser des types de plus en plus souvent, mais j'ai pas de bonne solution là. Donc mais ça je vais revenir un peu plus tard aussi à ce sujet-là. J'ai plus le livre d'ailleurs. Maintenant j'ai là les livres sont partis, mais vous pouvez continuer quand même à poser des questions. D'accord, donc pour les développeurs, en 2015, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais boum, ça a démarré. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on comparait ça à d'autres langages sur la JVM, genre Clojure et autres, c'est quand même des magnitudes, c'est quand même, Scala a une adoption beaucoup plus forte. On ne peut pas vraiment comparer d'autres langages sur la JVM avec Scala.
Bon, à part Java, bien sûr, mais c'est une adoption très forte. Et en fait, quand on compare, quand on prend Scala en tant que référence et qu'on regarde ces données, il y a eu un blog post là-dessus, Java est seulement à peu près 18 fois plus populaire que Scala, seulement. C'est pas 100 ou 1000 fois, parce que souvent on parle avec des devs Java, ils sont là, ouais, le Scala, mais c'est 100 fois ou 1000 fois moins utilisé. Non, au niveau des jobs, ça se rapproche là. C'est toujours un langage, c'est toujours quelque chose un peu de niche, hein, mais ça se rapproche. Et ça veut dire que c'est quand même bien adopté. Alors, la partie la plus intéressante du talk, je dirais, c'est qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont mes réflexions, quels sont les conseils que je peux donner après ces années. Alors, qui est-ce qui connaît le module Dreyfus pour l'acquisition des connaissances? Eh bien, personne. Là, ouais. Si, là, deux derrière. OK. Donc, il y a un livre qui s'appelle Pragmatic Thinking and Learning de Andy Hunt. Pragmatic Thinking and Learning. Donc, je vous conseille fortement d'acheter et de lire ce livre. Parce que dans le métier où on est, il ne faut pas arrêter d'apprendre. On n'arrête pas, en fait. Si on arrête, ben, on se retrouve largué au bout de quelques années. Et donc, pourquoi est-ce que j'évoque ça ici? Donc, l'idée du modèle Dreyfus, c'est de dire on a une échelle de skills qui commence avec des novices, il y a des advanced beginners et puis ça termine à expert. Un novice, quand il va faire quelque chose, il va appliquer des règles qu'il a apprises. Donc, au premier cycle, école préparatoire ou école d'ingé, premier cycle, on va apprendre des règles pour résoudre des équations mathématiques de troisième ordre. On apprend ça, on les apprend par cœur, après on voit un truc et boum, on applique la règle, on n'a pas vraiment compris pourquoi, mais ça marche. Ça, c'est quand on est débutant. Quelqu'un qui est expert, il va avoir l'intuition, il va voir le truc, il va boum, tout de suite avoir une idée de plus ou moins du résultat ou de comment le résoudre. Quand il s'agit de trouver des erreurs, un novice, il va se dire « Ah, est-ce que j'ai installé la bonne version de Java? Est-ce que ma version de Java est compatible avec la version de Scala? Est-ce que j'ai la bonne librairie ?» Il va tout considérer. Un expert, il va avoir un focus, il va vraiment avoir une bonne idée de où est le problème et il va trouver l'erreur beaucoup plus facilement et rapidement. Et puis finalement, le novice, il va se considérer comme observateur détaché du système, qui observe ça et puis ne touche pas trop. Alors qu'un expert pense se voit comme quelqu'un qui fait partie du système et qui va essayer de le changer, de rajouter des choses. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, quand on apprend quelque chose de nouveau, alors pas que du Scala, mais en général, le danger, le pire qui puisse arriver, c'est de se retrouver coincé ici. Alors coincé, ça veut dire je travaille tout seul, j'ai pas de feedback, et j'ai appris assez pour commencer à faire des choses, mais je ne réalise pas que je ne suis pas si bon que ça finalement. Ça s'appelle aussi le Dunning-Kruger effect, c'est-à-dire qu'on surestime ses capacités personnelles, et donc ça empêche d'apprendre plus. Quand on dit « Ah mais je sais déjà tout », alors qu'en fait on ne sait pas grand-chose, quoi. Et donc ça, que ce soit pour du Scala ou pour autre chose, ça c'est un danger. C'est surtout un danger quand on a une équipe qui commence avec que des novices. Et ça peut être, c'est pas très bon, je reviendrai plus tard là-dessus. Donc, mon premier conseil, c'est essayer de prendre un peu de temps et de comprendre le design de la langue, de la conception. Donc, parce que ça aide quand même à comprendre quelles sont les idées de base derrière Scala. Et ça sera plus facile à l'apprendre et à travailler avec. Donc par exemple, ce qu'on voit souvent en fait, c'est ce Venn diagramme ici, où Scala est ce mélange parfait entre le functional programming et le object-oriented programming, et il y a le meilleur des mondes entre les deux. En fait, il n'y a pas que ça. En fait, parce que quand on regarde ce qui se passe sur Internet, au Twitter, dans les blogs, ce qui se passe, on voit ça aussi. Donc on voit les macros, et on voit ce que j'appelle les types là encadrés, c'est-à-dire la programmation type level, programmation générique. Ça, c'est l'impression qu'on a de la communauté Scala quand on débarque de Java maintenant et qu'on lit ce qui se passe, on voit ça. En fait, si on veut créer des programmes pour débuter, ou même pour créer des programmes, on a besoin des deux trucs du haut. Mais ce que les gens racontent, c'est « Ah, j'ai fait une super macro, où j'ai fait ce super gymnastique de type,
Et là, on finit par avoir l'impression que pour faire du Scala, il faut savoir ces deux trucs-là en bas, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et la raison pour laquelle je l'ai dit ici, c'est n'ayez pas cette impression que le Scala, c'est les macros, c'est que des types avancés. Non, surtout, c'est de la programmation fonctionnelle. Et puis vous pouvez commencer juste avec la programmation orientée objet, avec ce que vous savez déjà, et apprendre le FP plus tard. Et peut-être plus tard, les macros, il n'y en aura plus dans Scala 3, donc tant pis. Mais les types, etc., attendez un petit peu, quoi. Surtout, le plus important, je trouve, c'est d'apprendre et de comprendre la programmation fonctionnelle et comment faire de la programmation orientée expression. C'est ça qui importe. Donc n'ayez pas peur, parce que c'est ça que j'entends souvent. Ah, c'est trop dur le Scala, tous ces trucs, tous ces types super compliqués, avancés, je n'y arrive pas. Mais non, il n'y a pas que ça, quoi. N'ayez pas peur. Le deuxième conseil que je peux dire, c'est si vous utilisez des fonctionnalités de la langue, essayez de comprendre à quoi elles servent. Parce que Scala a été conçu avec l'idée de pouvoir étendre le langage en utilisant un certain type de fonctionnalités implicites, etc., pour qu'on puisse créer des librairies assez performantes, qui ressemblent à la langue elle-même. Mais si on débarque dans le langage et qu'on découvre ça, on voit tous ces trucs, tous ces jouets tous ces outils qu'on peut utiliser à la fois, et puis on est là, ouais, je vais tout utiliser, je vais utiliser les conversions implicites, je vais faire ci et ça, et des types existants, enfin bref, on peut se paumer. Donc pour ça, s'il y a une chose qu'il faudrait retenir d'aujourd'hui, enfin si vous oubliez tout du talk, ça serait une chose à retenir, c'est les Scala Language Levels, de A1 à A3, ce sont les niveaux pour créer des applications, et chaque niveau a un certain set de fonctionnalités qui sont nécessaires pour ce niveau-là. Et L1 à L3, c'est pour créer des librairies. Parce qu'il y a une distinction quand même assez importante entre les applications et les librairies. Parce que les fonctionnalités dont on a besoin pour créer des applications ne sont pas les mêmes que celles dont on a besoin pour créer des librairies. Si vous commencez à écrire des applications, et dès la première semaine, j'ai vu ça plusieurs fois déjà, débutant Scala, en deuxième semaine, qui veut créer un macro. Ben ouais, mais c'est pas forcément utile de créer un macro dans une application, parce que les macros, souvent, sont fournis par des librairies et existent déjà. Donc ça, c'est bien quelque chose à retenir, hein, c'est que si vous faites du Scala, les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer des applications ne sont pas les mêmes que celles pour créer les librairies. En fait, depuis le SIP 18, SIP, ça veut dire Scala Improvement Process, il faut rajouter, ou on a un warning quand on ne rajoute pas d'import comme ça, quand on utilise une fonctionnalité avancée. Et plus tard, ça sera peut-être même une erreur de compilation si on oublie de rajouter ça. C'est-à-dire de rendre explicite le fait qu'on utilise une fonctionnalité avancée. Et alors là, ça c'est un point de critique que j'entends souvent aussi de Scala, c'est bah ouais, mais c'est trop complexe, il y a trop de trucs, on peut avec les implicites, là maintenant j'ai des implicites partout, je ne me retrouve plus, au secours. Est-ce que la complexité indicielle comme ça, c'est vraiment un problème spécifique à Scala? Et moi, mon avis, c'est que non, en fait, parce que quand on regarde ce qui se passe en Java, c'est ça, quoi. Alors ça, c'est un peu une parodie, mais en même temps, non. Enfin, j'ai vu, il y a un site qui s'appelle annotationmania.com et qui montre un petit peu ce qu'il y a dans ces eaux-là et qui... Enfin, c'est... Alors, et quel est le problème ici? C'est que tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va se passer au temps d'exécution, au runtime, il y a tous les proxys qui vont être générés, etc. Et on se retrouve avec un stack trace comme ça. Et votre code, la business logic est ici. Et bon courage, hein, si vous avez un bug sur un serveur, à débugger ça et à trouver le stack trace, où c'est... Enfin, et ça, c'est la réalité qu'on a. Hein. Alors moi, je préfère que mon code se plante quand il compile et que je passe des heures à me battre avec le compilateur, mais que j'ai plus ce genre de surprise-là pendant le temps d'exécution. Alors, la troisième chose, c'est n'utilisez pas toutes les... quand vous apprenez quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité, ne l'utilisez pas comme le marteau, enfin comme l'outil maintenant.
Alors, pour vous donner un exemple de ça, en Scala, il y a quelque chose qui s'appelle une for comprehension. Donc là, par exemple, j'ai Bob et Carl, qui sont deux utilisateurs. C'est les options dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une option, c'est une boîte qui peut être vide ou qui peut avoir un type dedans. Et si maintenant je dis je veux additionner l'âge de Bob et de Carl, mais en même temps, si l'un ou l'autre n'est pas défini, je sais que je n'aurai pas de résultat, ce ne sera pas défini mon résultat. Sans vouloir essayer de sortir les choses de la boîte, je peux utiliser une for expression. Je peux dire for Bob dans Bob user, Carl dans Carl user, je yield l'âge de Bob plus l'âge de Carl. Et ça me retourne une option de int. Donc ça, je peux composer ce genre de structure. Là, les options des futurs, d'autres structures de ce genre-là, je peux les composer en utilisant une for compréhension. Donc c'est une fonctionnalité qui est bien. Alors, par contre, on peut aussi faire ça. La for comprehension from hell, avec... je ne sais pas pourquoi le dev a tout voulu mettre dans la for comprehension. Et ça aide pas vraiment. Il y a même des if-else là-dedans, c'est horrible, on n'y comprend rien. C'est pas... ouais. Ok, il faut qu'on accélère, donc je vais passer vite fait sur les prochains slides. Donc si vous apprenez le Scala, n'oubliez pas d'utiliser n'oubliez pas la programmation orientée objet. Donc par exemple là, ça c'est une méthode là, que j'ai vue aussi, à 1, 2, 3, 4 fonctions d'ordre supérieur. Hein, donc on utilise des fonctions de partout. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est, de ce que ça peut être de ce qu'on pourrait utiliser ici à la place de ça? Un concept de base de la programmation orientée objet pour le rendre plus lisible? C'est l'héritage en fait. Je peux utiliser ça ici. J'ai une classe abstraite et puis maintenant je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus lisible. N'oubliez pas cet aspect-là quand vous faites du Scala. Et puis finalement, si vous passez à du Scala avec des équipes, ne démarrez pas un programme Scala si vous avez que des débutants ou des advanced beginners. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez facile. C'est pas que du Scala, c'est n'importe quelle technologie en fait finalement. C'est ce que Kevin Weber dit de Lightbend, c'est the biggest challenge of transitioning to Scala or anything new are rarely technical. Talented programmers can learn a new syntax, new concepts, and a new IDE. Rather, change often brings out the weaknesses in other areas like process and culture. C'est-à-dire que si vous commencez à utiliser un Scala en équipe, faites en sorte que soit vous avez une culture qui est orientée apprentissage, où c'est pas un problème si on se plante et tout le monde est conscient du fait qu'on apprend parce qu'on commence, qu'on débute, ou alors il y a quelqu'un dans l'équipe qui est assez avancé pour pouvoir montrer les erreurs ou alors si vous ne trouvez pas quelqu'un qui est avancé, prenez un consultant qui va vous faire des revues de code ici et là pour s'assurer que vous ne partez pas complètement dans la mauvaise direction. Voilà. Donc en conclusion, utilisez les case class, utilisez la simplicité qu'apporte Scala, mais n'oubliez pas les language levels. Voilà. Merci bien.